Direct. Donc, comment allez-vous, colonel Marcel Tsuru? Je vais très bien, madame. Je vais très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, la responsabilité est tout simple. Il s'agit de la responsabilité d'un homme qui a admis sa responsabilité et il s'agit de la responsabilité d'une hiérarchie qui n'a pas su assumer ses compétences. Dans cette affaire, elle est interne à la structure, au ministère de la Défense, mais qui dépend de la structure qui a pris fait. C'est interne. Il n'y a même aucune action extérieure. Alors voilà comment ils tissent un complot, et ils prennent celui qui a fait, ils le lient à moi, et à moi, à des gens qui les arrêtent dans Brazzaville, vaille, pour présenter la chose comme étant un complot extérieur à l'écran. Alors que la situation est clairement interne, elle est du ressort du ministère de la Défense. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. D'accord. Donc, beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter? Je suis Léo Marcel, colonel de forces armées congolaises. Je suis né le 28 février 1958 à Kibara, le canal, là-bas dans le plateau, dans la région natale. Donc, juste pour que ce soit clair, excusez-moi, juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs, donc qu'est-ce qu'il y a? On vous reproche une implication dans ce qui s'est passé le 4 mars. Je vais d'abord... Oui, madame, écoutez, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on me reproche, comme ça, après vous pourrez me poser des questions. On me reproche d'avoir été en complicité avec ACOM pour mettre le feu au magasin d'armes. Alors qu'il n'a jamais été établi que je connais cette personne, je ne travaille pas là-bas, je ne connais pas ce travail là-bas, je n'ai aucun lien ni avec les hommes ni avec les faits. Et il n'a jamais été démontré que j'ai un seul lien. Celui qui a brûlé a dit que moi j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça exprès, il a dit qu'il a fait ça, il n'a pas fait ça exprès, et qu'il n'a pas de commanditaire. Donc en fait, l'autre personne qui est impliquée, elle, par contre, elle a admis, cette personne a admis avoir effectivement mis le feu au dépôt de munitions, c'est ça? La personne a dit, madame, la personne a admis, a expliqué comment elle a fait, comment c'est arrivé. En fait, c'est arrivé, il est logé dans un magasin, dans un compartiment du magasin là-bas. Il a voulu préparer à chauffer sa nourriture. Bon, c'est difficile à comprendre pour vous, chauffer sa nourriture de la veille. Comme ce matin, il a voulu chauffer sa nourriture. Il est sorti derrière le magasin. Il a tourné un poêle à charbon. Il a tourné un poêle à charbon. Le manche s'est détaché, je crois comme ça, d'après ses explications. Et le charbon a pénétré dans le magasin. Ils sont tombés dans une caisse là-bas, ou je ne sais pas comment. Et donc, ça a pris ses dons. C'est une erreur humaine, madame. Une erreur qu'il assume. Il dit qu'il n'a pas fait exprès. En ce moment-là, c'était clair. Donc, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, normalement, vous devriez même plus être en prison. Donc finalement, c'est lié un petit peu, ça corrobore un peu ce que vous avez énoncé dans un texte qui est paru dans différents journaux, et notamment dans ceux de nos confrères de La Voix du Peuple, dans le numéro 29 du vendredi 28 juin, où vous expliquez être victime d'un complot dont les auteurs seraient le président Sassou lui-même, les ministres Yoka de la Justice, Mboulou de l'Intérieur, les généraux Ndengue, Obara, les magistrats Lenga, Essamine, Katse, Oko, Gakala, et puis d'autres personnes encore. Mais enfin, qu'est-ce qui vous permet finalement de dire qu'il s'agit véritablement d'un complot contre vous, dont ces personnes sont les auteurs? Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Donc, voyez, les chefs des services de police et de renseignement sont instrumentalisés pour me mettre dans la procédure. Le procureur et les juges d'instruction sont instrumentalisés pour faire le lien avec le 4 mars, et s'ensuit la cour d'appel à laquelle maintes fois j'ai demandé d'examiner cette incohérence, qui s'est refusé de le faire, et qui, malgré toutes les nullités
de la procédure avait d'abord voulu envoyer ça à la haute cour de justice, puisque elle a constaté que les ordres venaient de très haut. Et cette tentative a été bloquée par le ministre de la Justice, qui a fait un pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui ne renvoie pas d'habitude, mais que les juges de la Cour suprême, donc je parle de le magistrat de la Cour suprême, le procureur général Akira, le président de la Cour Lenga et le vice-président Bouka, ont instrumentalisé, ont tout fait contre les normes de justice, et le dernier d'ailleurs par une ordonnance sur la base d'une loi qui n'existe pas, pour revenir à la chambre d'accusation et aller en cour criminelle. Donc, il s'agit, depuis la commission que nous avons mis en place, dirigée par Obara et Ndengue, en passant par le procureur de la République, le juge d'instruction, par la Cour d'appel et par la Cour suprême, il s'agit d'une simple instrumentalisation. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi et pas d'autres? Bon, mais tout à l'heure, vous disiez, pourquoi moi je ne suis pas passé général et tout le monde est passé? Donc, il y a comme ça une fixation sur moi. Est-ce que c'est par mon cursus que vous venez de lire? Est-ce que c'est par le fait que je ne suis pas de cette tribu? Est-ce que c'est par aide personnelle? Est-ce que c'est par antipathie personnelle? Toujours est-il qu'il s'agit d'un acharnement organisé contre moi personnel. Est-ce que vous pensez que... Ce qui conduit cet acharnement, ça veut bien pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est dû à une attitude tribaliste? Est-ce que vous pensez que ça peut être ça qui puisse justifier finalement votre mise à l'écart et puis l'acharnement, comme vous venez de le décrire, à l'égard de votre personne? Je pense que c'est ça. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a une antipathie personnelle due certainement à ma façon d'être, à ce que je ne suis pas quelqu'un qui lèche les pieds, je ne suis pas quelqu'un de contrôlable, et parce que certainement je présente un certain profil d'intelligence qui ne plaît pas aux gens, c'est tout. En fait, mais le fait tribal est acquis. Mais la jalousie, pour ce que je suis et ce que je représente, aussi. Jamais aucun homme n'a mis autant d'acharnement à vouloir me détruire. Quand j'étais en prison, il envoyait en permanence des policiers terroriser mes enfants de 6, 9 et 13 ans à mon deuxième domicile, constamment perquisitionnés. J'ai juré que plus jamais cela ne se reproduirait. Ou alors je serais mort. Moi aussi, j'ai la rancune tenace. Et nous sommes là au cœur d'une haine mortelle. Et rien et jamais rien ne nous réconciliera. Pour ceux qu'on a fait vivre à mes enfants, je suis sorti de prison, l'effet de surprise est passé. J'ai pris mes dispositions et j'attends. Ce qui est sûr, c'est que je ne lui pardonnerai rien. Le but de Sassou Nguesso était de profiter de l'émotion provoquée par la brutalité de l'événement du 4 mars pour jeter mon nom en pâture à la vindicte populaire. Il organisait même des groupes de voyous pour m'injurier dans la rue et provoquer une révolte qui irait jusqu'à détruire mes maisons. Je vais vous raconter une anecdote. Une fillette de sa famille, ayant vu ma fille de 9 ans dans les installations de jeux d'un site de Brazzaville, s'est approchée d'elle pour lui dire « C'est ton père qui a tué les gens du 4 mars. » Pensez-vous qu'une fillette puisse avoir des idées de ce genre? Non. Cela lui a été insufflé par des parents qui l'avaient accompagné. Voyez jusqu'où vont la haine et la jalousie de ce clan. Mais malheureusement pour Sassou, ces manœuvres sordides ont échoué. J'ai pu tout expliquer à l'opinion à travers la presse écrite à laquelle je rends un vibrant hommage pour avoir su mener un combat épique contre les médias du pouvoir. L'opinion congolaise a compris la fausseté d'un monarque qui a tout simplement voulu utiliser les morts dont son sadisme est responsable pour les mettre sur le dos d'un cadre qu'il déteste, en instrumentalisant les services de sécurité et de la justice. Il justifiait aussi un crime qu'il devait attribuer à la justice et garder comme toujours les mains propres, mais en réalité couvertes de sang de beaucoup d'innocents, immolés par lui depuis des temps immémoriaux. L'ayant donc compris, l'opinion congolaise s'est rangée de mon côté et m'a depuis lors soutenu
à fond contre les manœuvres de cet homme. Poursuit donc Marcel Msou. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Eh, ma bouide, eh, yimene, moyo tetekaya, timantia. Gebu wapinda manangampa ya sisamba mbutanga na chandiambu Bon, moi c'est Jacques Le Bello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Ici c'est Forum, hein, de Maître Tchassé. Congo, cheto ya mbote mbote, tufweti sarila cheto. Tufweti zolo sono, tufweti sala sana, mboko tutome sancheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Forum FM 105.8. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tchassé. Ne paniquez pas. Voilà, ça continue. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tchassé. Bonjour et bonsoir. Alors nous allons donc poursuivre notre émission sur la tragédie du 4 mars 2012 en Pilan. Et nous avons dit que c'était une opération macabre de Sassou qui a fait plus de 6500 victimes. Alors nous avons pu vous faire une description, la première partie de notre émission. Nous vous avons parlé également des Tékés qui étaient impliqués dans l'explosion. Et nous avons également parlé de l'implication des cadres de la Likola. Nous avons parlé du général Blaise Adoua, victime de l'affaire du 4 mars aussi. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le complot judiciaire contre le colonel Marcel Nsoro, qui juge sévèrement l'incompétence de Sassou. Et également de l'implication de Jean-Martin Bemba, un cadre visé par Sassou Nguesso par rapport à cette affaire.
Et suivront également, ce sont des témoignages que nous allons vous mettre à votre disposition dans les prochains jours. Voilà. Alors donc, à propos du complot politico-judiciaire contre le colonel Marcel Nsuru, qui juge sévèrement l'incompétence de Sassou, nous disons ceci. L'affaire du 4 mars 2012 a été mise sur le compte du colonel Marcel Nsuru, lequel n'avait pas voulu assumer les crimes du Beach à la demande de Sassou Nguesso. Parce que c'est ça la réalité. En effet, pendant l'accomplissement de ces crimes du Beach, il a été de ceux qui ont attiré l'attention des officiers sur la tendance à confondre la volonté parfois crapuleuse des chefs et la loi. Marcel Nsuru avait dit « Je leur demandais de faire attention à ne jamais exécuter d'ordres illégaux. Mais il y a une faiblesse chez les cadres militaires et civils congolais. » Il poursuit. « Ma rupture avec M. Sassou est définitive. Je ne peux plus approcher cet individu jusqu'à ce qu'il abandonne le pouvoir en 2016, disait-il. Parce que tout le monde était convaincu que Sassou devait abandonner le pouvoir en 2016, puisque c'était son deuxième mandat et donc c'était le dernier. Donc ces propos qui ont été recueillis par un journal congolais qu'on appelle Le Nouveau Regard, le numéro 138 du 2 décembre 2013. Donc c'est Michel Adrich Kola qui avait recueilli ces propos. D'ailleurs, la première question que Le Nouveau Regard va poser à Marcel Nsuru, c'est « Que pensez-vous de ce qui est dit dans cet article vous concernant, publié dans Afrique Éducation numéro 319 du 1er au 15 novembre 2013. » Marcel Nsuru déclare « Ce qui est dit dans ce journal Afrique Éducation me concernant et concernant mes relations avec Sassou est exact. Concernant cette sordide affaire d'avis, de punition et de billets d'écrou, il s'agit là du modus operandi et même du modus vivendi de Sassou Nguesso. Il n'a jamais voulu assumer les actions sales, poussant toujours des cadres autour de lui à se salir les mains pour lui. Il donne toujours, dans ce cas, des ordres verbaux pour les nier dès qu'il pose problème, liant ces cadres par des promotions illégales, des possibilités d'enrichissement complaisantes et une fidélité qu'il réclame à tout prix, ou la subordination à travers des sectes tels les francs-maçons. Marcel Nsuru poursuit. Ayant travaillé avec lui, je vous dirais par exemple que dans le cas de la guerre du Poul, qui a débuté le 29 août 1998 et pris fin en décembre 2002, en ce qui me concerne, ce monsieur, pourtant, commandant en chef des forces armées congolaises, n'a jamais signé, ne fût-ce qu'une seule directive engageant les forces armées au combat. Puis le colonel Nsuru cite un exemple en ces termes. En son temps, j'ai eu à le dire au chef d'état-major Ndoulou. Je lui ai dit ceci. Mais vous signez toujours des directives opérationnelles. Quelle est la base juridique de ces directives? Vous ne devriez agir que sur la base des directives stratégiques du commandant en chef. Or, je constate que nous n'avons jamais eu une seule directive de ce genre. Ce qui signifie que demain, quand le problème de cette guerre sera posé au niveau de la nation, il pourra dire, moi, je n'ai jamais engagé les forces armées dans la guerre. Montrez-moi un seul document signé de Sassou. Voyez-vous, dans cet engagement qui a duré 5 ans et qui a provoqué la mort des soldats, des miliciens, des populations civiles et autres, là où il devait
plus qu'ailleurs engager sa responsabilité, il évite sciemment de le faire. Il en est ainsi dans beaucoup d'autres cas. Poursuit donc le colonel Marcel Msourou. Pour venir donc à cette affaire d'avis, de punition et de billets d'écrou, il a sciemment poussé Monjo à la faute. Et parce que je connais Monjo, avec lequel de longues relations m'ont lié, je sais que les pressions ont été immenses et même insupportables pour qu'il en arrive là. Mais peut-on refuser à quelqu'un qui a fait de vous ce que vous êtes devenu? Monjo avait refusé d'obéir à Milongo et à mon frère Gango, qui m'avait nommé commandant de régiment blindé à sa place. Malheureusement pour lui, l'ordre qu'il a exécuté était politique, mais contraire au règlement, au statut des forces armées congolaises, et illégal au regard de l'ordonnance loi numéro 04-2001 du 5 février 2001 portant sur ces statuts. Je devais d'ailleurs demander à Sassou de le punir, puisque porter une punition non réglementaire entraîne pour le chef qui s'en est rendu coupable une punition en retour de 35 jours d'arrêt de rigueur. Dommage qu'il ne reste à Monjo devant tous les militaires que la honte de s'être ainsi dupé et d'avoir pris sur lui la haine et l'acharnement d'un homme contre le colonel Nzoul. Je lui ai seulement démontré article par article sur le règlement de discipline générale dans l'armée et sur les statuts des personnels militaires, à quel point ils se fourvoyaient et se mettaient hors la loi. Et pour terminer, je leur ai retourné et leur billet d'écrou et leur avis de punition pour s'en servir comme ils l'entendaient. Être officier, c'est avant tout être légaliste, c'est connaître et ne suivre que la loi. L'armée est apolitique et un officier ne peut se mêler des intrigues politiques, d'où qu'elles viennent, même d'un président. L'officier doit avoir le courage de refuser des ordres illégaux ou à tendance politique, quelle que soit sa position. Ce que n'a pas pu faire Monjo. Et pour sa dignité, après une telle compromission, il devait démissionner. Mais peut-il avoir ce courage? Non. Et c'est dommage pour les forces armées congolaises et la gendarmerie. Depuis cette affaire du 4 mars, et même pendant que s'accomplissaient les crimes du beach, j'attirais l'attention des officiers sur la tendance à confondre la volonté parfois capricieuse des chefs et la loi. Je leur demandais de faire attention à ne jamais exécuter d'ordres illégaux. Mais il y a eu une faiblesse chez les cadres militaires et civils congolais, celle qui consiste à privilégier la volonté de l'autorité par rapport à la loi. Et c'est sur cela que M. Sassou Nguesso compte, en entraînant les cadres à enfreindre la loi pour exécuter ses volontés mafieuses. Le colonel Nsourou avait oublié, cependant, un fait majeur, celui où le président ne peut nier une responsabilité d'origine bien établie. Son message à la nation, par exemple, du 31 décembre, dans lequel il avait tendu un gros piège aux gens du Poul, réfugiés en RDC. Ce message, de décembre 1998, parce que sans ce piège, et sans le déplacement de ce fameux ministre de l'Action humanitaire, Léon Alfred Opimba, qui a signé cet accord avec le HCR, il n'y aurait jamais eu de disparu du beach, car aucun réfugié ne serait rentré au pays sans ces moyens mis en musique par l'accord Congo, HCR, RDC, qui les livrait pieds et poings liés au pouvoir sanguinaire de Sassou. Donc, le colonel Marcel Msourou poursuit. En ce qui concerne donc le procès du 4 mars, là encore, Afrique Éducation a bien compris la manœuvre de M. Sassou. Ce procès a été obtenu suite à une manœuvre perfide du président de la Cour suprême qui a signé le 30 mai 2013 une ordonnance illégale sans aucun fondement juridique. Il a recouru à un acte de forfaiture jamais vécu au Congo en prétendant
qu'il existait un article qui lui donnait le droit de légiférer par ordonnance, alors qu'il n'en a jamais été question dans aucune loi. Il a ainsi occasionné un hold-up juridique permettant de renvoyer à une nouvelle chambre d'accusation une affaire ayant connu un jugement définitif. Il permettait ainsi à celle-ci de statuer dans les conditions d'illégalité relevant de la mafia sicilienne afin de saisir la cour criminelle. Marcel Ntsourou poursuit. Ce procès, donc, a commencé le 6 août, tout simplement parce que Sassou ne voulait pas répondre à des questions dans le département des Plateaux. Ainsi, après le procès, il est allé, comme de coutume, tromper les populations pour dire « Je voulais régler ce problème, mais ce sont ces avocats qui ont voulu d'un procès. » Le procès a donc commencé, une véritable escroquerie digne de Tartuffe, déclare colonel Marcel Ntsourou. Comme a dit donc le journal Afrique Éducation, il avait instruit et donc manipulé Yoka et Akera pour faire pression sur le procureur général Moukala Moukolo et le président de la cour d'appel de Brazzaville, Mathurin Bailly, pour me condamner à 15 ans de prison et 7 milliards d'amende. Le but était de me détruire complètement en me privant de liberté. De même, ma famille, en spoliant mes biens et en privant ma descendance de tout héritage. Un véritable crime planifié pour éteindre même mon nom dans l'histoire. Mais je suis sorti indemne. Et j'ai tiré les leçons de toute cette haine personnelle contre moi. Le procès ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Les magistrats ont tout simplement constaté une absence complète des charges. La veille du verdict, Yoka a réussi hors de Brazzaville la veille du verdict, Yoka a réuni hors de Brazzaville tous les magistrats du complot judiciaire et leur a dicté le verdict. 15 ans de prison ferme, 7 milliards d'amende. Il sait lui-même qui s'est opposé à cela. Alors, le dimanche 8 novembre, il a décidé certainement, après avis du chef, de passer à la corruption des jurés expressément choisis, membres du PCT et les habitués de la corruption. Donc, il a donc fait distribuer à chacun de ceux-là des millions au point que le président de la Cour fut surpris du sens de leur vote devant les questions aussi simples que la complicité non avérée et non prouvée du colonel Marcel Ntsourou. De CACOM et sur le caractère illégal de la détention des armes, pourtant achetées sur ordre, ce qui, dès lors, selon la loi, ne soumet point l'acheteur au chapitre de l'illégalité. Alors, pour faire croire au peuple congolais qu'il n'était pas lié à tout cela, M. Sassou est parti à Marbella, en Espagne, et a dû plusieurs fois retarder sa date de retour dans l'attente du verdict. Je disais même à des collaborateurs, vous verrez que 3 à 4 jours après le verdict, il va rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un homme très rusé, usant du téléphone et utilisant son patois. Il dirige toutes les opérations depuis l'extérieur. Mais là, il a pris une douche froide. Continue donc Marcel Ntsourou. Je vous lis là les propos de Marcel Ntsourou. Une fois rentré, il a convoqué son équipe tribale en vue de trouver rapidement des solutions pour me remettre en prison. Faire un pourvoi en cassation, mais Moukala Moukolo n'acceptera pas. Alors, choisir dans le tas des avocats généraux quelqu'un du coin et lui demander de le faire en toute illégalité. Le Bangui est choisi, mais il ne peut engager le magistrat titulaire. Si ça ne marche pas, que faire? Ntsourou a déjà parlé à RFI, donc il est sorti de la réserve. Voilà une occasion. Lui coller une punition de 60 jours d'arrêt de rigueur pour manquement au devoir de réserve. Mais la riposte du colonel Ntsourou est foudroyante. Cette punition ne respecte ni les normes réglementaires, ni les normes statutaires. Elle est illégale. Alors on panique. Que faire? On demande à la police de trouver un autre subterfuge. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Ce que ceux-ci trouvent,
c'est de remettre une arme à un truand indique, qui la remettra à un autre jeune moyennant une promesse de recrutement dans la police pour qu'il la remette au commandant Pikinta. Il faut l'accuser de détention d'armes de guerre. Mais à l'instruction, le poteau rose est découvert. Celui qui a cédé l'arme accuse les indiques de la police et pour ne pas les faire connaître à l'insu du juge d'instruction qui a déjà flairé un montage mafieux. Le procureur Okongakala, de triste mémoire d'ailleurs, sur ordre de Sassou, les enlève à la maison d'arrêt et les transfère à Ouesso et Imfondo, arrêtant donc l'instruction du jamais vu. Ayant échoué dans toutes ces tentatives, il faut revenir sur la première, le pouvoir en cassation. Mais il est illégal, et nous en parlerons. C'est ainsi que Sassou n'a plus de moyens de me nuire. Et il lui reste l'illégalité, mais la constitution du Congo délie tout citoyen du devoir d'obéissance, dès lors qu'il est victime d'atteinte à ses droits et libertés fondamentales. C'est mon cas, avec un chef qui mobilise toutes les administrations et toutes les juridictions pour me mettre en prison. C'est de son fait. Je ne puis l'admettre. Je désobéis. Et s'il emploie la force, même armée, je riposterai. C'est mon droit constitutionnel. Déclare donc Marcel Nsoro. D'ailleurs, il poursuit, Sassou Nguesso aujourd'hui cherche par tous les moyens à travers la justice une décision qui légitimerait des mesures contre moi. Mais ces mercenaires qu'il a placés à la tête de la Cour suprême ou qu'il pourrait placer à la tête d'une nouvelle cour criminelle sont déjà hors la loi, du fait de cette procédure et même de leur propre turpitude. Au point que désormais aucune décision émanant de la Cour suprême de Lenga, Bukae et Akira ne pourrait m'être opposable dans cette procédure du 4 mars, tout comme toute décision venant d'une nouvelle cour criminelle, dont les magistrats et jurés seront instrumentalisés pour atteindre la décision ratée par la procédure. Alors, je ne me prêterai pas à cette mascarade. J'ai demandé à mes avocats, qui d'ailleurs n'ont jamais reçu notification d'un quelconque pouvoir, de ne prendre aucune initiative pour cautionner cette mascarade, décision déjà connue. Il me sera opposable. J'ai fait dire au chef des forces armées que ce problème n'est pas un problème entre le colonel Nsoro et la justice, mais un problème entre le colonel Nsoro et une coalition de policiers, de magistrats, de ministres véreux ayant à leur tête Sassou Nguesso. Il s'agit donc d'un problème purement personnel et privé. Les magistrats ne sont ni la justice ni la loi. Dès lors qu'ils agissent pour satisfaire les instincts politiques criminels d'un monsieur qui a l'intention de ne pas respecter la loi fondamentale pour rester au pouvoir, malgré les prescriptions de la Constitution, qui trouve que je suis un obstacle à ses ambitions et veut me détruire en se cachant derrière la justice. J'ai donc dit que les forces armées doivent rester en dehors de ce conflit, que nul n'a le droit de les utiliser à des fins privées. Il en est de même des cadres de la gendarmerie et de la police, que Sassou ait recours à des fanatiques de sa tribu, comme supplétif, et je ferai de même en cas d'affrontement final. Il a intrigué contre maître Martin Bemba, dans le but de le mettre en prison et de le faire taire, tout comme il a voulu le faire pour Mathias Nzon, en créant artificiellement une complicité dans l'affaire du 4 mars, où il aurait soi-disant remis au colonel Marcel Nsoro un plan de Mpila. Aveu extorqué par des tortures aux jeunes dépagés, dit Leblanc. Malveillance aussi à l'encontre du ministre André Okondi Salissa, en voulant instrumentaliser Ngolali, qui avait quelques relations familiales avec lui. C'est donc dans le cadre de ces plans machiavéliques visant les cadres téqués les plus en vue, le ministre Mbouba y compris, tant je suis au courant de toutes ces intrigues contre lui. Que maître Mbemba a été visé en y associant le colonel Mbango, que Ndengue déteste particulièrement, et je sais de quoi je parle. Poursuit donc Marcel Nsoro. Mais ce plan a connu un échec total, à tel point que sans vergogne, Sassou recherche le contact avec certains de ses cadres pour participer à l'isolement des plus irréductibles. Que Dieu garde celui qui s'engagera dans ce jeu diabolique à 24 mois de la fin de son mandat.
Alors, depuis 1997, Sassou cherche ma peau, déclare Marcel Msourou. Il a toujours joué caché, dans l'ombre et par personne interposée. Mais il le sait. Je le savais depuis, car on peut tout me reprocher, sauf de ne pas être visionnaire et de ne pas voir venir les choses. Je savais même par intuition que 2012 serait l'année de rupture. Je sentais venir les choses et j'avais dit en mars à Jean-Dominique Okemba, Mboulou et Boao que j'étais prêt à démissionner. Cet homme est très rusé et tout aussi visionnaire. Il a cru tenir le bon bout, me surprendre et m'a sonné un coup fatal qui m'anéantirait complètement. Il m'a même emprisonné à la DGST pendant 2 mois. Mes enfants et mes cousins officiers, mes petits frères, les parents de Brazzaville et ceux venus du village à la gendarmerie, une vingtaine de jeunes gens venus me soutenir, des membres de ma garde qui m'avaient accompagné à la DGST, tous les officiers qui m'étaient proches traînent à la maison d'arrêt de Brazzaville et de Ouesso, à cause de moi. Comment pouvez-vous me demander si je me sens menacé? Jamais aucun homme n'a mis autant d'acharnement à vouloir me détruire. Quand j'étais en prison, il envoyait en permanence des policiers terroriser mes enfants de 6, 9 et 13 ans à mon 2e domicile, constamment perquisitionnés. J'ai juré que plus jamais cela ne se reproduirait, ou alors je serais mort. Moi aussi, j'ai la rancune ténace, et nous sommes là au cœur d'une haine mortelle. Et rien, et jamais rien, ne nous réconciliera. Pour ceux qu'on a fait vivre à mes enfants, je suis sorti de prison, l'effet de surprise est passé. J'ai pris mes dispositions et j'attends. Ce qui est sûr, c'est que je ne lui pardonnerai rien. Le but de Sassou Nguesso était de profiter de l'émotion provoquée par la brutalité de l'événement du 4 mars pour jeter mon nom en pâture à la vindicte populaire. Il organisait même des groupes de voyous pour m'injurier dans la rue et provoquer une révolte qui irait jusqu'à détruire mes maisons. Je vais vous raconter une anecdote. Une fillette de sa famille, ayant vu ma fille de 9 ans dans les installations de jeu d'un site de Brazzaville, s'est approchée d'elle pour lui dire « C'est ton père qui a tué les gens du 4 mars. » Pensez-vous qu'une fillette puisse avoir des idées de ce genre? Non, cela lui a été insufflé par des parents qui l'avaient accompagné. Voyez jusqu'où vont la haine et la jalousie de ce clan. Mais malheureusement pour Sassou, ces manœuvres sordides ont échoué. J'ai pu tout expliquer à l'opinion à travers la presse écrite à laquelle je rends un vibrant hommage pour avoir su mener un combat épique contre les médias du pouvoir. L'opinion congolaise a compris la fausseté d'un monarque qui a tout simplement voulu utiliser les morts dont son sadisme est responsable pour les mettre sur le dos d'un cadre qu'il déteste, en instrumentalisant les services de sécurité et de la justice. Il justifiait aussi un crime qu'il devait attribuer à la justice et garder comme toujours les mains propres, mais en réalité couvertes de sang, de beaucoup d'innocents, immolés par lui depuis des temps immémoriaux. L'ayant donc compris, l'opinion congolaise s'est rangée de mon côté et m'a depuis lors soutenu à fond contre les manœuvres de cet homme. Poursuit donc Marcel Msourou. Il continue. Vous ne pouvez imaginer les soutiens que j'ai reçus, tant de l'intérieur que de l'extérieur de ce pays. Le soutien de cette opinion comme une force divine me pousse à aller de l'avant, comme par une force divine. Des milliers de Congolais me demandent de ne plus jamais traiter avec Sassou, qui a voulu ma mort, et je respecte leurs conseils. La rupture est définitive. Toute la procédure concernant le 4 mars est illégale. Comment le Congolais peut-il accorder du crédit à ces mascarades et appeler cela procès? Tous les gens censés savent que Denis Sassou Nguesso utilise des magistrats véreux pour rendre le verdict dont il a besoin. Dans son discours de fin d'année, il a ainsi déclaré « Le problème du 4 mars est clos. Les responsables sont définitivement condamnés et d'autres acquittés. Le Congo est un pays de droit. La justice a été dite. Voilà ce que veut Sassou. Utiliser une cour suprême composée de Lenga, Bouka et Akira pour casser le jugement de la cour d'appel et renvoyer vers une cour d'appel totalement instrumentalisée pour rendre ce verdict tant attendu qui légitimerait ses actions
contre ma personne. Comment voulez-vous que moi, Marcel Nsourou, après tout ce que j'ai vécu et tout ce que je viens de vous dire, je puisse me présenter devant une telle cour, même avec les meilleurs avocats du monde, alors que la messe a été dite et que pour en arriver là, Sassou et ses hommes infâmes ont piétiné toutes les dispositions du code de procédure pénale. Me prenez-vous pour un naïf ou un fou? Ces gens ne sont pas là pour rendre la justice. Ils sont des bourreaux à la solde de Sassou pour condamner ceux qu'ils n'aiment pas et qu'ils saisissent sans aucune raison dans leurs bras. Mais aujourd'hui, je ne suis pas entre leurs mains et je considère tous leurs actes et décisions non pas comme des actes de justice, mais comme des attaques personnelles auxquelles je répondrai de manière ciblée. Ces gens sont Sassou Nguesso, Emmanuel Yoka, Raymond Boulou, Placide Lega, Okonga Kala, Akira, Essami, Gassé, Henri Bouka, Jean-Dominique Okemba, Ndenge, Obara, Philippe Obara, Obwande, Kouni, les jurés de la cour d'appel ayant siégé et tous ceux qui composeraient cette cour. Vous comprendrez que Sassou est habilité à ce genre de choses. Il ne s'est pas rendu compte que le monde a évolué, que la loi prime sur tout, même sur lui, habitué sous le mono à réduire et détruire illégalement les gens à la DGCE, Direction Générale de la Sécurité, de la Sûreté de l'État. Il pense que cela est encore possible. Dieu seul sait, s'il connaît même le contenu du code de procédure pénale. J'en doute, car quelqu'un qui se dit tant soit peu cadre de ce pays ne peut se permettre de piétiner aussi allègrement toutes les lois de ce même pays. La loi fondamentale, la Constitution qu'il a lui-même promulguée, le code de procédure pénale, le code pénal, etc. Alors c'est lui qui donne à des cadres véreux l'ordre et l'occasion de fouler la loi aux pieds, parce qu'il est lui-même champion de l'illégalité au lieu d'être garant de la loi. Constatez vous-même qu'il maintient en poste des policiers coupables de torture sur des citoyens, alors que la Constitution du pays déclare la torture prohibée et condamne tous ceux qui en font usage de leur propre chef ou sur ordre. Ndenge, Obara, Obwande, Kouni, il les cite. Sassou agit ainsi dans l'illégalité totale. Les choses sont claires. Les manigances politiques de Sassou appuyées par des magistrats instrumentalisés qui usent de la justice comme d'un paravent pour faire triompher les idées de leurs maîtres ont trop duré dans ce pays. Le commandant Pikinza, le colonel Mbango sont victimes de cet acharnement tribal de la part du clan Bouchi, qui occupe tous les postes clés au palais de justice. De même, de M. Placide Lenga, aujourd'hui décédé, il a vendu son âme au diable en liant amitié avec un criminel qui le conduit à commettre des actes de forfaiture. Mais tout ceci aura bientôt une fin dans 24 mois, avait donc déclaré Marcel Nsourou. Parce que Marcel Nsourou avait vu que dans 24 mois, parce que là on était déjà en 2013, dans 24 mois, c'est sûr que ça dit qu'en 2016, Sassou allait dégager, puisque son mandat prenait fin. Donc malheureusement, l'avenir va nous montrer le contraire, parce qu'il avait commencé par Nsourou en organisant ce coup du 4 mars, c'était pour éloigner certaines personnalités, notamment Marcel Nsourou, qui était devenu pratiquement un opposant, même s'il n'avait pas déclaré, il était devenu un opposant. Donc, vous voyez, je poursuis, vous voyez, M. Sassou Nguesso annonce clairement à sa télé, qu'il apprécie l'Odyssée de la démocratie, l'émission qui fait son éloge et l'encense en permanence. Mais il traite outrageusement la presse écrite, qui foisonne pourtant d'idées contradictoires et de vrais débats sur les sujets nationaux. Dans sa vie, il a toujours préféré ce qui est censuré, connu d'avance et qui le place au-dessus des mortels. Sassou a toujours craint la parole libre et contradictoire, ainsi que les sujets de débat non censurés. C'est un homme du mono, de la dictature, qui ne s'accoutumera jamais à la démocratie pluraliste. Pareil homme représente le plus grand blocage de la société, qui ne peut dès lors avancer à grands pas, déclare donc Marcel Nsourou, qui poursuit d'ailleurs, c'est pourquoi dès lors qu'il ne peut contrôler ce qui l'attaque et qui n'a plus la capacité de répondre, il ordonne à Jean-Dominique Okemba de dire à Philippe Mvo de suspendre tous les journaux favorables à Nsourou. Mvo, un frère qui a connu un chemin de croix, est obligé de s'exécuter pour ne plus vivre la galère. Voilà comment il salit les cadres. Demain, Philippe Mvo
aura beau expliquer aux autres cadres qui le recevaient les instructions de Sassou. Personne ne le comprendra et il vivra rejeté par les autres. Un cadre pourtant brillant, mais qui ne peut vivre indépendant parce que malheureusement Sassou le tient sur le plan social. La véritable raison de la suspension de ces journaux, surtout la voix du peuple, le glaive, qui n'ont jamais dépassé 3 mois et qui ont subi de multiples suspensions. Sassou la connaît, Jean-Dominique Okemba la connaît, Philippe Mvo la connaît, le colonel Nsourou la connaît. La référence à des articles annexes qui justifient ces suspensions relève des faux fuyants. La presse a mis en place des mécanismes tels que le droit de réponse qui équilibre tout. Alors pourquoi suspendre les journalistes? Les journalistes doivent apprendre à ne point se soumettre à ce qui est illégal et continuer à écrire leurs journaux en ignorant royalement les mesures illégales de suspension. On ne mettra pas tous les journalistes en prison. Il s'agit là ni plus ou moins que d'une atteinte au droit d'expression et de diffusion de leur opinion, ainsi qu'à leur liberté d'information et de communication. Mais qu'attendez-vous de cet homme qui a toujours refusé une mutation interne, qui se réfère toujours au passé? Un homme qui n'a jamais cessé d'admirer Mobutu comme facteur de stabilité en RDC, oubliant que la chute d'un dictateur qui a exercé le pouvoir personnel pendant 30 ans est toujours sujette à certains désordres dans la société. Sassou n'a jamais eu de respect pour la liberté et la vie des autres. Je ne peux que constater le peu de crédit que cet homme et sa bande de magistrats véreux, positionnés par lui au poste clé de la justice, accordent à la loi et aux droits humains. N'eût été la rigueur de la communauté internationale, il en viendra à exécuter personnellement des paisibles citoyens dont le faciès ne lui plaît point. Le transfert du commandant Pikinza, Bango et autres dans ces contrées du Nord Congo est donc illégal. Les interventions d'un procureur sur les velléités d'évasion de ces derniers cachent mal son choix subjectif de s'attaquer aux officiers de l'ethnie Téké. Cette répression tribale des membres de cette ethnie est inacceptable à mes yeux. Et ceux qui s'en rendent coupables ou complices paieront le prix le plus lourd. Alors donc le nouveau regard, ce journal, va conclure cet entretien avec le colonel Marcel Nsourou par la question suivante. Pensez-vous que votre rupture avec M. Sassou Nguesso est définitive? La réponse donc de Marcel Nsourou, oui, elle est définitive. Je ne peux pas m'accoutumer à la présence d'intrigants, de menteurs, de criminels et d'hypocrites. Je suis un homme d'honneur, je suis très attaché aux valeurs d'honnêteté, de dignité, de vérité et de respect de la personne humaine. Je ne peux donc plus approcher cet individu jusqu'à ce qu'il abandonne le pouvoir en 2016. Depuis le 9 septembre 2013, je dis et je répète que cette histoire du 4 mars 2012 est terminée et que toute gesticulation à ce propos au sujet d'un éventuel pourvoi de ministère public signé par Elangui est irrecevable et illégale. Comme est illégale toute la procédure initiée par le président Sassou. Aucune décision prise par une juridiction quelconque à ce sujet ne me sera opposable. Les magistrats et les jurés qui composent cette juridiction, qui obéiront aux instructions de Sassou, devront se considérer comme mes ennemis dans une affaire que je considère privée. Je leur ferai face à ce titre. Et retenez donc qu'il n'est pas question pour moi, ni pour mes avocats, de nous présenter à une parodie de justice dont les conclusions conformes à la volonté de Sassou sont connues d'avance. Nous réservons nos forces pour l'affrontement final, armé du fait de Sassou. Le peuple est averti. Ce sont donc des propos du colonel Marcel Nsourou, recueillis par Michel Adrit Goula, parus dans le Nouveau Regard numéro 138 du 2 décembre 2013. Ils ont donc provoqué l'ire de Sassou sous le prétexte d'interpeller un officier qui se cacherait dans la résidence de l'ancien numéro 2 du Conseil national de sécurité. Sassou ordonne donc qu'on encercle et arrête le colonel Nsourou. Ainsi, donc 2 semaines après la publication de cette interview, le mardi 16 décembre 2013, nous avons constaté un déploiement impressionnant des troupes au camp 15 août. Là où résidait officiellement le colonel Marcel Nsourou, des hélicoptères de l'armée sont également mis à contribution, venant tourner jusqu'au
dessus du bâtiment du forum, comme si on voulait nous mettre en garde face au soutien indirect que nous avions apporté au colonel Marcel Sourou, arrêté et détenu abusivement en avril 2012. En effet, le forum avait pu réaliser avec le colonel Marcel Sourou en juillet 2012 une interview qui a permis d'accélérer le procès de la tragédie de Mpila. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, vous présente l'invité du mois en entretien avec Ingrid Flora, moi-même, en 12 questions et 12 réponses. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour notre émission L'invité du mois avec un grand officier supérieur des forces armées congolaises. Il n'est pas habituel de recevoir dans notre émission, pour son 13e invité, une personnalité qui est privée arbitrairement de sa liberté. D'ailleurs, j'ai hésité avant de réaliser cette interview via téléphone, mais compte tenu de la vocation de notre chaîne, le devoir de dire la vérité et de donner la parole aux sans-voix, nous avons donc répondu au souhait de cette grande personnalité que vous allez tout de suite découvrir. C'est en écoutant les appels de nos auditeurs et téléspectateurs que notre invité a manifesté son désir de passer dans notre émission 12 questions, 12 réponses. Bonjour colonel. Bonjour madame. En effet, vous souhaitez vous exprimer devant l'opinion nationale et internationale suite à votre incarcération qui dure déjà depuis 500 jours maintenant. Vous connaissez un peu le principe de notre émission ? Oui, je connais le principe. D'accord. Donc puisque vous êtes un fervent auditeur de notre chaîne, donc cette émission n'a pas véritablement de secret pour vous. Donc avant de débuter notre interview et de rentrer dans le vif du sujet, nos auditeurs aimeraient savoir comment vous vous portez, comment va votre santé, puisque il y a plusieurs mois de cela, vous avez eu une attaque cardiaque. Donc comment allez-vous, colonel Marcel Sourou? Je vais très bien madame. Je vais très bien aujourd'hui. Vous êtes remis de vos ennuis de santé? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. D'accord. Donc, beaucoup de nos auditeurs vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter? Je suis Sourou Marcel, colonel des forces armées congolaises. Je suis né le 28 février 1958 à Kibara, le canal, là-bas dans le plateau, la région natale. Au CM2, j'ai fait le concours de l'école Leclerc. Je parle là de l'école d'Akana, mon village natal. Puis bon, je suis rentré à l'école militaire générale Leclerc à Brazzaville le 16 septembre 1968. J'ai fait le cycle secondaire de la 6e en terminale. J'ai terminé ce cycle avec le bac, CRC. Je suis parti en Roumanie, à l'école d'officier d'infanterie. D'accord. De studio. Et puis après, je suis parti à l'école d'officier des blindés, des Pitech. Et j'ai terminé tout ce cycle-là avec mon diplôme de commandant de compagnie des unités blindées. Je suis revenu au pays. J'ai commencé à travailler au centre d'instruction, au régiment blindé, où j'étais chef de peloton. Après, j'ai été muté au centre d'instruction de Makola. J'ai été commandant de compagnie. D'accord. Je suis revenu à Brazzaville, chef de l'escadron blindé du 20e bataillon d'infanterie mécanisée. Et je suis reparti en stage en Union soviétique, à l'école de la jeunesse. Et si je suis revenu, j'ai été muté au commandement du bataillon blindé du 13e régiment d'infanterie motorisée à Brazzaville. J'ai commandé là-bas, puis après je suis parti à Moscou, à l'académie des blindés, où j'ai fait 4 ans. Et j'ai eu mon diplôme de maître en sciences militaires. Je suis revenu, j'ai commandé le 15e bataillon d'infanterie motorisée à Pointe-Noire pendant 5 ans, puis après, j'ai été muté à l'état-major de Pointe-Noire comme le chef de l'instruction. Et
vécu la guerre du 5 juin, qui s'est terminée par la victoire du camp qui était contre le président du Soudan. J'ai assumé les fonctions de responsable militaire et civil là-bas à Pointe-Noire. Après, je suis venu à Brazzaville comme directeur central des renseignements militaires. 5 ans après, j'ai été nommé commandant des écoles militaires des forces armées congolaises. Et enfin, 3 ans après, j'ai été nommé comme secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, qui a été mon dernier poste. D'accord, vous avez... Je suis marié, père de 4 enfants. D'accord, donc vous avez quand même un parcours militaire très, très riche. Ouais, en toute apparence, oui. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez l'émission L'invité du mois. Je reçois aujourd'hui le colonel Marcel Tsuru. Donc, l'opinion nationale et internationale vous a découvert en 1997 lorsque vous occupiez les fonctions d'administrateur civil et militaire de la ville de Pointe-Noire. Comment avez-vous vécu cette période où vous avez été à l'initiative de la sauvegarde de la région du Kwilu en proie à une guerre totale? Oh, madame, ce sont des vieux souvenirs, mais il faut avouer qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions. Il fallait agir avec dextérité pour éviter d'abord que des crimes crapuleux soient commis et pour sauvegarder la paix dans cette région qui a toujours été pacifique, malgré les circonstances. J'ai vécu cette période comme un militaire. J'ai pris la mesure de la tâche qui m'avait été confiée. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que la situation ne dégénère. Parce qu'il y avait là les troupes angolaises, les miliciens venus de Brazzaville, les miliciens locaux et tous les bandits qui pouvaient provoquer des problèmes et rompre la paix dans cette ville. Donc, j'ai fait tout ce qui était nécessaire. J'ai rassuré les opérateurs économiques étrangers. J'ai fait partir de Pointe-Noire les milices. Mais comment vous avez pu rassurer justement les collaborateurs économiques? Par quels moyens vous les avez rassurés? Ils étaient effrayés par la situation qui prévalait, une situation pratiquement incontrôlable, faite de bandits, des exactions de bandits, de présence de miliciens incontrôlés, de la présence de troupes angolaises dans la ville. Enfin, je suis complètement déstabilisé par cette situation. J'ai donc pris des mesures. Les troupes angolaises se sont déployées hors de la ville. Les miliciens venus de Brazzaville ont été embarqués dans un train spécial. Ils ont été renvoyés à Brazzaville. Et restés à Pointe-Noire. L'armée congolaise, suffisamment disciplinée pour accomplir son travail. Et c'est avec cela que nous avons travaillé, de façon à ce que l'activité économique se déroule normalement. D'accord. Nous avons d'ailleurs été très satisfaits. Vous l'avez sans doute constaté, la plupart des militaires qui ont aidé le président Sassou ont été récompensés en étant nommés au grade de général, sauf vous. Ne vous sentez-vous pas quelque peu lésé par cette situation? Comment est-ce que vous expliquez ce fait? Bon, moi, je ne l'explique pas. Celui dont vous parlez, là, de l'expliquer à l'opinion internationale et nationale, s'il peut le faire. Je crois qu'il n'a jamais voulu le faire. Je suis surpris par cela et je suis... pour les services que j'ai rendus à ce pays, il n'y a pas que ça. Il y a bien la guerre du poule, il y a tout le travail déjà abattu. J'ai constaté que même ceux qui ont fait moins de ça de loin, ils sont récompensés, sauf moi. Bon. C'est à lui qu'il faut demander, hein, madame. Moi, je constate seulement que ça se passe comme cela. Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que finalement, dans ce pays, les grades sont attribués à qui finalement que les grades ne sont pas attribués justement aux plus méritants, parce qu'au vu de ce que vous avez fait, vous êtes plutôt méritant. Je suis
de très loin très méritant, mais je ne suis pas le décideur. Hein? Il a ses critères, certainement, qui sont des critères qui sont contraires à ce que je considère comme des valeurs d'un officier. Moi, je dis, les missions qui m'ont été données et les prix difficiles ont été accomplis. On ne peut pas faire mieux que ça. Bon. Mais si on doit récompenser ceux qui ont fait moins, c'est qu'on a ses propres critères. Et à ce moment-là, je dis que nous n'avons pas la même façon d'apprécier les choses. Peut-être que les meilleurs sont mauvais et les piètres sont bons. Bah, effectivement, les ordres de valeur sont différents. Effectivement, les critères de sélection ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà. Donc, Voilà. Donc, nous avons des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Hein. J'ai une façon d'apprécier les choses qui n'est pas la même que la sienne. Et en ce moment-là, comme celui qui commande, lui, c'est son droit discrétionnaire. Hein. et bien sûr. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez l'émission L'invité du mois. Je reçois aujourd'hui le colonel Marcel Tsuru. Donc, comme vous le savez, notre groupe consacre ses programmes au développement des droits de l'homme. Et c'est effectivement pour cette raison, au vu de votre situation actuelle, que nous avons accepté de faire cette interview. En effet, comme je l'ai annoncé au début de notre émission, vous êtes détenu depuis maintenant près de 500 jours sans que vos droits de préparer votre défense aient été respectés. Revenons un peu sur votre situation actuelle. Vous pouvez dire à nos auditeurs les raisons pour lesquelles vous êtes détenu, les chefs d'accusation qui ont été formulés contre vous? Madame, je vous dis que je suis un peu surpris par cette situation. Le 30 mars, j'étais chez moi, je me suis levé parce que j'avais un problème tout à fait bénin à traiter avec le directeur général de la surveillance du territoire. Il s'agissait de mon chauffeur qui avait eu des droits avec quelqu'un. Je suis parti justement pour leur demander parce que ce directeur général de la surveillance du territoire avait été désigné par nous chef d'une commission au sein du Conseil national de sécurité sur la situation du 4 mars. Une mission qui lui était prescrite était simple, permet de manière détaillée les causes des explosions du 4 mars, en déterminer les responsabilités, faire le bilan exhaustif de la catastrophe et déterminer les mesures à prendre pour que cela ne se répète plus. Il devait à terme nous rendre compte de la situation et sur cette base, certainement, une fiche devait être adressée à qui de droit. Mais je crois qu'il s'est complètement embrouillé. Il s'est mis à arrêter le temps, il s'est mis à les détenir. Et donc, je vous disais que le 30 mars, je suis tranquillement chez moi. Je sors pour aller les rencontrer au sujet de mon chauffeur, qui a eu des altercations avec quelqu'un, pour leur dire que cela n'était pas de leur compétence et qu'il fallait qu'ils se concentrent sur la mission que nous leur avions donnée. Et voilà que j'arrive là-bas, bon, il se met à m'interpeller et il se met et il arrange pour qu'ils se mettent à m'interpeller sur des problèmes qui n'ont pas de sens, et se mettent à m'interroger sur le 4 mars. Bon, et après, malgré toutes les résistances que j'ai opposées, ils étaient en surnombre, bon, ils m'ont enfermé là-bas jusqu'à ce jour. Chers auditeurs, vous écoutez l'émission L'invité du mois avec comme invité ce mois-ci le colonel Marcel Tsuru. Mais quand ils vous ont arrêté, une question, oui. Quand ils vous ont arrêté, est-ce qu'ils vous ont expliqué la raison? Est-ce qu'ils ont formulé formellement ce qui vous était reproché, ce pourquoi vous étiez accusé? Non, ils m'ont dit que, bon, c'était un interrogateur, que, bon, je devais rester là pour qu'on voit la suite. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc, en fait, dès le départ, vous ne saviez pas pourquoi vous aviez été arrêté? Mais pas du tout, bon, madame, pas du tout. J'ai répondu à peine à des questions sur
le problème que mon chauffeur avait avec quelqu'un. Et puis après, sur une des personnes qui les avait gardés là-bas et qui, d'après eux, me connaissait, mais quand on a interrogé la personne, ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et voilà comment ils ont décidé de me retenir. Après, j'ai été interrogé, ils ont organisé des perquisitions illégales dans mes maisons en mon absence. Et après, ils m'ont interrogé sur ce qu'ils avaient pris chez moi, qui se résumait aux armes, et à la fausse monnaie, à une lettre que j'avais reçue. Il y a un document que j'avais. Bon, sur ce point, je vais vous dire que, en ce qui concerne les faux billets, je vais vous dire tout simplement que ce sont des faux billets que Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité, m'avait remis pour une enquête. On était au domicile privé du président. Il est sorti de la période où était le président. Il m'a présenté ça à côté de la piscine du président. Et bon, en bon exécutant, j'ai pris et je suis parti mener l'enquête. Les résultats de l'enquête, ils les connaissent. Vous aviez un ordre vous demandant justement de réaliser cette enquête. Vous aviez des documents, quelque chose qui pouvait finalement corroborer vos dires, autre que cette fausse monnaie? Mais madame, moi j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les ordres donnés par Jean-Dominique, ne fût-ce que l'approbation qu'il faisait des demandes. L'approbation, c'est mis sur les demandes de fonds. L'approbation, vu conseiller spécial, et puis je signais toujours par ordre du secrétaire général du Conseil national de sécurité. Je signe toujours les documents comme ça. Non. Donc c'est un ordre qu'il a donné. Et deuxièmement, lui-même, il a avoué devant le juge d'instruction qu'il avait donné ces ordres-là, que l'enquête a été menée et que le rapport avait été transmis au président, qui d'ailleurs m'avait donné d'autres missions dans ce sens. Mais alors comment est-ce que vous expliquez que vous soyez encore détenu si finalement la lumière sur cette détention de fausse monnaie a été faite? Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez toujours en prison aujourd'hui alors que Jean-Dominique Okemba vous a plus ou moins blanchi? Mais madame, c'est à eux qu'il faut demander. C'est au juge d'instruction, au procureur, à d'autres personnes. Parce que de tout ce que l'on me reproche, et je vais vous dire qu'est-ce qu'on me reproche. On me reproche d'avoir été en complicité avec ACOM, sans donner les éléments de cette complicité, donc avec celui qui a mis le feu, mais sans donner les éléments de cette complicité. Donc, juste pour que ce soit clair, excusez-moi, juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs, donc qu'est-ce qu'il y a? On vous reproche une implication dans ce qui s'est passé le 4 mars. Je vais d'abord... Oui, madame, écoutez, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on me reproche, comme ça, après vous pourrez me poser des questions. On me reproche d'avoir été en complicité avec ACOM pour mettre le feu au magasin d'armes. Alors qu'il n'a jamais été établi, que je connais cette personne, je ne travaille pas là-bas, je ne connais pas ce travail là-bas, je n'ai aucun lien ni avec les hommes, ni avec les faits. Et il n'a jamais été démontré que j'ai un seul lien. Celui qui a brûlé a dit que moi j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça exprès, il a dit qu'il a fait ça, il n'a pas fait ça exprès, et qu'il n'a pas de commanditaire. Donc en fait, l'autre personne qui est impliquée, elle, par contre, elle a admis, cette personne a admis avoir effectivement mis le feu au dépôt de munitions, c'est ça? La personne a dit, madame, la personne a admis, a expliqué comment elle a fait, comment c'est arrivé. En fait, c'est arrivé, il est logé dans un magasin, dans un compartiment du magasin là-bas. Il a voulu préparer à chauffer sa nourriture. Bon, c'est difficile à comprendre pour vous, chauffer sa nourriture de la veille. Comme ce matin, il a voulu chauffer sa nourriture. Il est sorti derrière le magasin. Il a tourné un poêle à charbon. Il a tourné un poêle à charbon. Le manche s'est détaché, je crois comme ça, d'après ses explications. Et le charbon a pénétré dans le magasin, sont tombés dans une caisse là-bas, ou je ne sais pas comment, et a pris ses... Donc c'est une erreur humaine, madame. Une erreur qu'il assume, hein, il dit qu'il n'a pas fait exprès. En ce moment-là, c'était clair. Donc, au vu de ce que vous êtes en train de me dire, normalement, vous devriez même plus être en prison. Donc finalement,
c'est lié un petit peu, ça corrobore un peu ce que vous avez énoncé dans un texte qui est paru dans différents journaux, et notamment dans ceux de nos confrères de La Voix du Peuple, dans le numéro 29 du vendredi 28 juin, où vous expliquez être victime d'un complot dont les auteurs seraient le président Sassou lui-même, les ministres Yoka de la Justice, Mboulou de l'Intérieur, les généraux Ndengue, Obara, les magistrats Lenga, Essami, Katse, Oko, Gakala, et puis d'autres personnes encore. Mais enfin, qu'est-ce qui vous permet finalement de dire qu'il s'agit véritablement d'un complot contre vous, dont ces personnes sont les auteurs? Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez l'émission L'invité du mois. Je reçois aujourd'hui le colonel Marcel Tsuru. Madame, écoutez, je voudrais commencer d'abord par Obara et Ndengue. Lorsque je suis attaqué à la DGST, ce sont ces deux-là qui sont à la manœuvre. Ils savent bien pertinemment que je n'ai aucun lien avec cette histoire. Ma question c'est pourquoi vous et ma question c'est pourquoi vous et pas finalement une autre personne, parce qu'en fait au final s'il n'y a pas de raison de se tourner vers vous, pourquoi finalement ça n'aurait pas été un autre colonel ou une autre personne? Pourquoi vous particulièrement, colonel? Je vais répondre à cette question, madame. Je vous dis déjà que, en ce qui concerne Obara et Ndengue, le rapport qu'ils ont fait, donc le rapport de la commission d'enquête, ne dit pas que moi, j'ai participé à l'incendie. Il dit ce qu'ils ont vu, ils sont partis chez moi, ils ont vu des armes, ils ont vu de la fausse monnaie, ils ont vu une lettre, et ils ont vu un document du régiment blindé. Donc, il dit seulement ça. Et il dit que bon, je suis borné un témoin, je sais pas quoi, quelqu'un à qui je serais complice de coups et blessures volontaires, etc. Voilà ce qu'il dit. Donc, la thèse de ma participation aux événements du 4 mars n'a pas été établie par la commission. Donc, ceux-là ont reçu des instructions pour me mener à une procédure qui devait conduire là. Quand on arrive au parquet, le 7 mars, le procureur fait un réquisitoire introductif dans lequel il instruit le juge d'instruction, et c'est ce juge d'instruction qui, le 16 août, organise une cabale sur deux choses. Premièrement, il instrumentalise un groupe de gens pour essayer d'obtenir de nouvelles révélations, et sans aucune base, mais l'infraction, sans aucune base, mais l'infraction de complicité avec celui qui a brisé les comptes. Sans aucune base, madame. Et en même temps, il se rend lui-même à Pointe-Noire et veut créer une infraction dans un hôtel selon lequel j'ai envoyé quelqu'un l'agresser là-bas. J'ai même demandé qu'il soit récusé pour cela, et c'est le président de la cour d'appel qui n'a même pas répondu. Donc, vous voyez, les chefs des services de police et de renseignement sont instrumentalisés pour me mettre dans la procédure. Le procureur et les juges d'instruction sont instrumentalisés pour faire le lien avec le 4 mars, et s'ensuit la cour d'appel à laquelle maintes fois j'ai demandé d'examiner cette incohérence, qui s'est refusé de le faire, et qui, malgré toutes les nullités de la procédure, avait d'abord voulu envoyer ça à la haute cour de justice, puisque elle a constaté que les ordres venaient de très haut, et cette tentative a été bloquée par le ministre de la Justice, qui a fait un pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui ne renvoie pas d'habitude, mais que les juges de la Cour suprême, donc je parle de le magistrat de la Cour suprême, le procureur général Akira, le président de la Cour Lenga et le vice-président Pouka, ont instrumentalisé, ont tout fait contre les normes de justice, et le dernier d'ailleurs par une ordonnance sur la base d'une loi qui n'existe pas, pour revenir à la chambre d'accusation et aller en cour criminelle. Donc, il s'agit, depuis la commission que nous avons mis en place, dirigée par Obara et Ndengue,
en passant par le procureur de la République, le juge d'instruction, par la Cour d'appel et par la Cour suprême, il s'agit d'une simple instrumentalisation. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi et pas d'autres? Bon, mais tout à l'heure, vous disiez, pourquoi moi je ne suis pas passé général et tout le monde est passé? Donc, il y a comme ça une fixation sur moi. Est-ce que c'est par mon cursus que vous venez de lire? Est-ce que c'est par le fait que je ne suis pas de cette tribu? Est-ce que c'est par aide personnelle? Est-ce que c'est par antipathie personnelle? Toujours est-il qu'il s'agit d'un acharnement organisé contre moi. Contre moi, personnel. Est-ce que vous pensez que... Ce qui conduit cet acharnement, savez bien pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est dû à une attitude tribaliste? Est-ce que vous pensez que ça peut être ça qui puisse justifier finalement votre mise à l'écart et puis l'acharnement, comme vous venez de le décrire, à l'égard de votre personne? Je pense que c'est ça. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a une antipathie personnelle due certainement à ma façon d'être, à ce que je ne suis pas quelqu'un qui lèche les pieds, je ne suis pas quelqu'un de contrôlable, et parce que certainement je présente un certain profil d'intelligence qui ne plaît pas aux gens, c'est tout. En fait, mais le fait tribal est acquis. Mais la jalousie, pour ce que je suis et ce que je représente, aussi. Voilà, madame. Chers auditeurs, vous écoutez l'émission L'invité du mois, avec comme invité ce mois-ci le colonel Marcel Tsuru. Donc je vous disais qu'il me reprochait cette complaisance avec celui qui a mis le feu. Il me reprochait une atteinte à la sûreté de l'État complètement fomentée. Moi, je suis chef du plus grand service de renseignement du pays, chef adjoint. J'ai donc connaissance de tout les faits. Je suis d'ailleurs comme ça lié, je suis lié par le secret d'État, le secret, donc j'ai le droit de connaître tout ce qui est secret par ma fonction et par mes capacités de faire. On ne peut pas, alors que je suis, alors que le Conseil national de sécurité recueille, recherche, collecte tous les renseignements liés à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, c'est l'une de ses prérogatives, hein? Alors qu'il gère tous les services de renseignement, on ne peut pas m'interdire de prendre, d'avoir un document du régiment blindé qui montre, contrairement à ce que nous pensions, que l'unité n'est pas opérationnelle, alors qu'on nous avait dit qu'elle était opérationnelle. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, parce que j'ai eu ce document dans mon bureau et il y avait d'autres documents à caractère opérationnel, à caractère... Beaucoup de documents, il est choisi sur celui-là et c'est celui-là qui devient important. Donc, à tête de la sécurité de l'État, d'un chef de service de renseignement, parce qu'il détient un document d'un corps de troupes, alors que j'en détiens beaucoup d'ailleurs, de nos unités prépositionnelles étrangères, des unités de soins intérieurs, et j'ai toujours travaillé comme ça avec l'armée. Il s'agit du renseignement intérieur. Chers auditeurs et auditrices, la Radio Forum vous donne la parole une fois de plus. N'hésitez plus à nous appeler au 0033 6 31 07 21 80 0033 6 31 07 21 80 et de nous laisser vos messages sur notre répondeur téléphonique. Vos messages seront diffusés chaque samedi dans notre émission L'expression directe des citoyens. Radio Forum, la seule radio qui vous donne la parole. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez l'émission L'invité du mois. Je reçois aujourd'hui le colonel Marcel Tsuru. Vous parlez vous avez parlé justement d'un des chefs d'accusation qui a été formulé contre vous, qui est celui d'atteinte à la sûreté nationale. Non, par rapport à ça, par rapport à cette accusation qui est formée contre vous, et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un cargo chinois à débarquer des armes à l'aéroport de Maya Maya, comment est-ce que vous réagissez
Que pensez-vous de cette obstination du président actuel de vouloir se procurer toujours plus d'armes, malgré la tragédie du 4 mars, et au regard finalement de la situation que connaissent les Congolais, au lieu de se concentrer sur l'amélioration du niveau de vie des Congolais, qui manquent d'ailleurs de tout, d'eau potable, d'électricité, de médicaments, d'hôpitaux, de dispensaires. Et quand vous voyez ce qui se passe là actuellement, finalement, ce dépôt d'armes qui ne fait que grossir, et du fait du président, et vous, actuellement en prison, on vous accuse d'atteinte à la sécurité. Comment est-ce que vous pensez ça? Comment vous interagissez par rapport à cette situation? Oh, madame, mais je peux supposer qu'il est en train de refaire l'armement qui a été brûlé à Mpila. Ah, si ce n'était que ça, bon, ce serait peut-être logique, mais il y a le fait que où est entreposé cet armement? Il me semble que vous dites qu'il est entreposé dans la partie nord du pays. Oui, effectivement, apparemment, il aurait été transporté en direction de la région de Tchabichou. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que n'est pas celui qu'on croit, enfin que finalement l'atteinte à la sécurité de l'État n'est pas à l'origine de celui qu'on pense, c'est-à-dire vous, mais qu'il est finalement le fait du président actuel, disons-le? Je crois que nous sommes dans une logique inverse. Hein. Effectivement, comme vous dites, hein, nous avons ici l'habitude de poser des actes qui sont contraires à ce que l'on critique. Nous avons critiqué l'entretien des unités privées. Sur l'Itouba, nous n'avons fait que critiquer cela. Bon, alors, on a maintenant des casernes à la limite privée dans des régions de nos origines. Moi, on a envoyé des troupes à l'Ekana pour vérifier, chercher des camps où on formait les gens. Mais moi, je n'en forme pas chez moi. Cependant, il y en a qui recrutent au plan tribal, qui forment au plan tribal, et qui stockent les armes à côté des dispositifs tribaux qu'ils ont mis dans leur département. Donc, sur ça, madame, on peut beaucoup parler. Maintenant, sur la misère des Congolais, vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Le Congo est un pays qui a aujourd'hui, et pendant toute la période que l'on traverse, accumulé beaucoup d'argent. Donc, la misère du Congolais est inacceptable. C'est pas possible qu'on puisse vivre une telle précarité alors qu'on a tant d'argent. Où va cet argent? Moi, j'en sais quelque chose. Oui, effectivement. C'est un point que le forum ne cesse de pointer et de décrier. On ne cesse de continuer notre action pour justement que la situation au niveau des droits de l'homme au Congo s'améliore, et notamment au niveau des droits les plus primaires pour sa population. Je sors un petit peu de ce sujet et je voudrais revenir sur ce qu'on appelle le procès du Beach, dont la procédure est toujours en cours en France, mais qui a été abandonnée au Congo. Vous avez été également cité dans cette affaire. Comment pouvez-vous résumer brièvement votre implication ou votre non-implication dans cette affaire? Madame, vous faites bien d'en parler. Regardez bien cette procédure-ci sur l'incendie du 4 mars. J'ai été impliqué dans l'affaire du procès du bus, comme aujourd'hui. Ah, il s'agit tout simplement de ce que il y a des gens qui ordonnent, un groupe de gens qui font, et quand ça éclate, on choisit d'autres personnes et on cache ce qu'on fait. C'est exactement la même procédure. Nous étions en guerre en 1999. Je connais bien la situation. Il y a quelqu'un qui a demandé, en fin 98, je pense, qui a demandé aux Congolais qui étaient partis amenés par le Niger à l'étranger, particulièrement au Bas-Congo, au Bas-Zaïre, de revenir. Bon, c'était d'ailleurs gauche, puisqu'on ne connaissait qu'une accalmie dans les combats, et il y en a qui ont pensé que c'était la fin des combats. Ils ont donc donné des instructions. Ils ont mis en place la méthode par laquelle ils devaient faire revenir ces gens et les hommes pour l'exécuter.
Moi, je n'étais pas parmi ces hommes-là. Bon, ces hommes, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque, le ministre de la Santé, qui ont organisé des gens pour se rendre au Bas-Congo, voir nos réfugiés qui étaient là-bas, organisés avec la ACR, leur transfert sur Kinshasa et de Kinshasa à Brazzaville. Ils ont mis en place à Brazzaville un système de recueil et de logement de ces gens. Donc, au cours de cette manœuvre, au but de Brazzaville, les gens sont accueillis par les dispositifs qu'ils ont mis et certains disparaissent. Bon, mais écoutez, celui qui a mis ce dispositif en place devait, à cette époque-là, chercher à comprendre pourquoi les gens disparaissaient. Et je vous dis que moi, par exemple, j'ai demandé au chef d'état-major général à l'époque, le général Doulou, de mener une enquête interne et découvrir ce qui s'est passé. Lui-même, il peut vous dire qui a bloqué cette enquête. Nous avons eu à rendre compte à qui de droit de ce que les choses étaient, les gens disparaissaient. Bon, ceux qui étaient en charge de la conduite de la nation, des affaires, à ce moment, devaient prendre toutes les dispositions pour vérifier. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, quand ça a éclaté, bon, précipitamment, ils ont pris des gens, nous autres, qui n'avaient rien à faire là-dedans, ils ont balancé devant les juges, comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la responsabilité est tout simple. Il s'agit de la responsabilité d'un homme qui a admis sa responsabilité, et il s'agit de la responsabilité d'une hiérarchie qui n'a pas su assumer ses compétences. Dans cette affaire, elle est interne à la structure, au ministère de la Défense, et qui dépend de la structure qui a pris fait. C'est interne. Il n'y a même aucune action extérieure. Alors voilà comment ils tissent un complot, et ils prennent celui qui a fait, ils lient à moi, et à moi, à des gens qui les arrêtent dans Brazzaville, vaille, pour présenter la chose comme étant un complot extérieur à l'écran. Alors que la situation est clairement interne, elle est du ressort du ministère de la Défense, avec tous ces techniciens. Et moi, je ne suis pas au ministère de la Défense. Je ne suis pas dans la structure qui a fait. Cette structure recevait des instructions pour stocker des masses d'explosifs des entreprises étrangères. C'est pas vous m'avez donné les ordres. Et ils savent qui donnait les ordres. Et c'est ça qui a provoqué les dégâts. Donc voilà. C'est ça le problème. Alors, donc en fait, qui organisait le transfert des conteneurs de ces explosifs du Pointe-Noire à Brazzaville. Il a signé des notes, celui qui organisait ça. Alors, mais lui, on ne lui a pas demandé. Ces chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'autorisation ou ils avaient des autorisations. Mais alors, où sont-ils? Vous parlez de... Vous dénommez quelqu'un depuis tout à l'heure, enfin vous pointez quelqu'un, une personne. Qui est cette personne dont vous parlez? Nous sommes, madame, l'armée hiérarchisée. Le premier responsable, c'est le commandant suprême, le ministre de la Défense, Qui le chef d'état-major général, le contrôleur général, le directeur de la sécurité militaire, l'inspecteur général qui a d'ailleurs fait son travail. Et on descend jusqu'au dernier cadre de la structure. Donc en fait, on parle du sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire le président, et jusqu'en descendant tout au long de la... D'accord. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Oui, chacun assumant, le ministère de la Défense a un organigramme bien précis, a une administration générale dans laquelle chacun a des fonctions qui jaillissent sur la situation qui s'est passée. Qui devait assumer, qui devait élaborer le plan de protection de ce site, qui devait assumer le contrôle des matériels, c'est le secteur général, qui devait vérifier pourquoi les sites n'ont pas été conçus, c'est le contrôleur général, qui devait assumer la sécurité à l'intérieur, c'est le directeur de la sécurité militaire, qui devait vérifier la fiabilité des plans de
reçoit des comptes rendus, il donne des ordres pour ça. Des ordres pour aller stocker les matériels des compagnies civiles. Qui a donné ça? Qui a donné ces ordres-là? Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc en fait, Puis, au niveau du procès du Beach, donc au niveau du procès du Beach, ils ont essayé une première fois de vous couler, ça n'a pas marché, et donc là en fait au final, on a l'impression qu'ils réitèrent finalement, voilà, qu'ils remettent leurs actions en route et qu'ils essayent finalement de vous avoir sur ce point-là. Tout à l'heure on parlait de tribalisme. Vos parents sont originaires de la région du Vinza, c'est ça? Vos grands-parents sont originaires de la région des Plateaux. Tout ce groupement-là qu'on appelle le PP va jusqu'à Vinza, etc. Donc, il s'agit là d'un acharnement. Je vais parler du mot acharnement. Donc, on a raté au procès du Beach, on récidive au procès du... Donc, chaque fois qu'il y a un grand problème qui surgit, moi, je suis toujours à l'intérieur. Il y a une volonté de m'abattre. D'accord. Non, mais je pense que nos auditeurs ont très bien saisi vos propos et puis la mesure de l'acharnement auquel vous faites face. Nous arrivons bientôt sur la fin de notre émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre dont on n'aurait pas évoqué et qui vous semble être important de dire à nos auditeurs? Bon, je voudrais seulement dire qu'en dehors de l'atteinte de la sécurité de l'État, ils m'ont reproché d'avoir des détentions illégales d'armes de guerre, mais ce sont eux qui m'ont demandé d'acheter les armes. Et la loi, sur ce point est clair. Celui qui achète les armes peut les garder chez lui. Donc, bon, ils m'ont accusé de la fausse monnaie, j'en ai déjà parlé, et d'avoir commandité la battue de quelqu'un, un petit à moi, qui vit toujours chez moi, à qui j'avais demandé de venir me voir, qui n'est pas venu, et je l'ai fait chercher. Il a appelé mon gars de corps qui est parti le chercher, et ils ont tourné ça en détention, en séquestration arbitraire, en enlèvement et en coup de blessure volontaire, voilà. Alors qu'il n'en a jamais été le cas. Donc en fait, chaque chef d'accusation a finalement son explication dans le fait que vous n'étiez que dans l'exercice de vos fonctions. À chaque fois, vous étiez finalement dans la réalisation d'une mission qui vous avait été confiée. C'est ça? Mais bien sûr, madame. Bien sûr. Chaque fois, j'étais dans la réalisation d'une mission qui m'était confiée. Et les textes le demandent. Dans quelles conditions cela devient problématique? Il n'y a que dans leur cerveau. Bon, vous voyez, moi je vous dis que j'avais fêté mon anniversaire le 3 au soir. Ils n'ont pas été invités, ils se sont plaints partout. Comme c'était une fête nationale, où il fallait qu'ils soient là. J'ai invité, comme c'était une cérémonie culturelle, les origines de ma tribu. Il faut de répéter à tout vent que j'ai invité les origines de ma tribu, comme si c'était une infraction pénale. C'est pratiquement de l'hystérie, madame. En tout cas, tout le groupe Forum est derrière vous et vous soutient en tant que justement groupe défendant les droits de l'homme. Nous comprenons très bien que de manière générale, peu importe les chefs d'accusation dont font preuve les détenus, ils doivent avoir le respect le plus primaire qui est celui du droit de leur défense doit être garanti, chose qui n'est pas le cas. Vous n'avez pas la possibilité de vous défendre correctement face aux accusations qui sont formulées contre vous. En tout cas, vous avez tout notre soutien et le soutien de bon nombre d'auditeurs. Et puis, tout principalement, effectivement, le soutien de notre président du Forum, Maître Maurice Massengo-Tiassé. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Tiassé. La Radio Forum avait l'habitude et le mérite de donner la parole aux détenus de la maison d'arrêt, dans les conditions inhabituelles. Avant Tsuru, il y a eu le collectif des militaires et Maître Malonga qui se sont exprimés pendant leur détention à la maison d'arrêt. Je voulais maintenant passer également aux menaces que nous avons subies, Jean-Martin Mbemba et moi. Parce que Jean-Martin Mbemba
a adressé au nom de la Commission nationale des droits de l'homme une correspondance au président Sassou Nguesso en tant que président de cette institution de promotion et de protection des droits de l'homme à propos donc justement des conséquences de la tragédie du 4 mars en Pila. Ceci conformément à la loi numéro 5 2003 du 18 janvier 2003 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment l'article 5, alinéa 7, 8, article 26, 27, 28. Donc le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme s'était réuni pour examiner les requêtes adressées par la famille et les avocats du colonel Marcel Nsourou. C'était fait en dehors du consensus au sein du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme. Maître Jean-Martin Mbemba et moi-même qui vous parle, donc Massengo Tchassé, vice-président, avait donc rédigé une requête au président de la République lui faisant part de notre volonté d'accéder au lieu de détention de Marcel Nsourou et de tous ceux qui avaient été arrêtés dans le cadre de l'affaire des explosions du 4 mars 2012 en Pila. Nous n'avons jamais reçu de réponse à notre requête, si ce n'est la déclaration de Marcel Nsourou dans le Nouveau Regard, lorsqu'en sa qualité, qui déclare d'ailleurs, lorsqu'en sa qualité de ministre, Martin Mbemba a voulu s'intéresser aux détentions illégales à la DGST, dans le cas de l'affaire du 4 mars, Sassou Nguesso lui a renvoyé sa correspondance sans un mot, mais en privé, il a lâché cette phrase. Il ne faut pas qu'il me provoque. Donc là, Sassou s'adressait à Mbemba. Il ne faut pas que Mbemba le provoque. Donc Marcel Nsourou qui rapporte cela dans le journal Nouveau Regard, il continue en disant, à propos justement de Maître Mbemba, les choses sont claires et bien restituées par Afrique Éducation qui avait déjà repris ça, de ses propres indiscrétions. Je sais que M. Sassou voue un grand respect à Maître Jean-Martin Mbemba en raison de ses connaissances et de son expérience en droit. Mais M. Sassou a un problème permanent. Les cadres formés ne tiennent pas à s'immiscer dans ces sordides et mafieuses manigances. Il a besoin de leur savoir pour parfaire ses actions odieuses. Et s'ils ne suivent pas, c'est ce qu'il appelle le manque de fidélité. Je connais malheureusement l'épisode de la conclusion de leur contradiction qui a écarté Maître Jean-Martin Mbemba du poste de ministre, avait révélé donc le colonel Marcel Nsourou. Nous sommes aux élections présidentielles de 2009. Le ministre Martin Mbemba s'est rendu auprès du roi Téké Ambé, sans informer Sassou, comme s'il était obligé de le faire. Y étant, toute sa causerie a été enregistrée par un proche d'une amie d'une de ses connaissances, laquelle appartient au cercle royal. Donc, cette causerie devait avoir déplu au président à tel point qu'il envoya quelqu'un chez le ministre pour lui demander comment il s'est rendu au palais du roi et ce qu'il avait dit. Le ministre Martin Mbemba m'en avait même voulu, alors que, connaissant le milieu et les différentes infiltrations auprès du roi, je lui avais formellement déconseillé de s'y rendre. Connaissant Sassou, je savais que Maître Mbemba ne ferait pas partie du prochain gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour ne pas rompre totalement avec lui, il a nommé aux droits de l'homme, auquel d'ailleurs il n'accorde aucune importance. Il déclare, Marcel Nsourou, dans son interview. Donc anéantir tous ceux qui peuvent s'opposer à sa tentative de maintien au pouvoir après 2016 n'est donc pas étonnant. Poursuit Marcel Nsourou dans son interview. Il est donc vrai aussi que Maître Jean-Martin Mbemba a souvent taclé le président Sassou sur cette question du fonctionnement de la Commission des droits de l'homme. Depuis son arrivée en 2009 à la tête de cette institution constitutionnelle, il a fait désigner plusieurs rapporteurs spéciaux conformément à l'article 30 de la loi numéro 5 2003-2003 du 18 janvier 2003 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Le rapporteur spécial est habilité dans le cadre de ces investigations à communiquer pour avis la requête à toute personne ou à l'administration mise en cause, procéder à l'audition de la victime
de toute personne de l'administration concernée ou de tout sachant. Ce sont les principes qui régissent donc toutes les institutions nationales des droits de l'homme dans le monde et qui doivent être appliqués. Donc, nous avons, nous, apporté, d'ailleurs, lorsqu'on a fait ces dispositions des institutions nationales des droits de l'homme, en 1991 à Paris, nous les avons élaborées. C'est ça, j'ai apporté ma contribution. J'ai apporté ma contribution en tant qu'organisation non gouvernementale à ce séminaire regroupant les représentants d'institutions nationales, d'États, de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, ainsi que d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Maxime Bochassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, présente les échos de la force publique. Dans le cadre du statut et les échos de la force publique, Maître Maurice Massingo-Thiassé vous présente, par la voix d'Ingrid Flora, les recommandations des Nations Unies en vue de respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Chaque État est tenu d'incorporer ces différentes normes destinées aux agents de l'application des lois. Ces normes concernent, premièrement, la conduite éthique et légale de la force de l'ordre. Deuxièmement, la mission de la police dans les démocraties. Troisièmement, la mission de la police dans la communauté. Quatrièmement, le commandement et direction de la police. Cinquièmement, enquête de police. Sixièmement, quelles sont les procédures à suivre pendant l'arrestation et après? Septièmement, comment les agents de la force publique doivent assurer les droits des détenus? Huitièmement, comment les responsables et supérieurs hiérarchiques doivent prévenir les violations des droits de l'homme commises par la police. Neuvièmement, les droits de l'homme des victimes. Dixièmement, comment les agents de la force publique doivent d'une part favoriser les droits fondamentaux des femmes et d'autre part protéger les mineurs. Onzièmement, quelles sont les mesures à prendre en cas de troubles civils, état d'exception et conflits armés. Le point 12, consacré à la mission de la force publique en cas de troubles civils. 13e point, est consacré à la mission de la force publique en cas de proclamation d'un état d'exception. Le point 14, consacré à la mission de la force publique en cas de conflit armé. Le point 15, les normes consacrées au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu. Le point 16, concernant les normes applicables aux réfugiés. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.
mawe salaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka Forum FM 105. Oh Maurice Joignon. C'est Jimmy. Nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka Forum FM 105. C'est bien passionnant. Passionnant. Forum FM 105. Forum 105.8, la radio de Brabant, Forum FM. Nanu nakufi te baboti bangai baleli ngai bayokaki se sango tenga nakozonga lisusu te esali bango mpasi baleli ngai na mosika mawe salaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka Forum FM 105. Nazongi mboka nazongi mboka On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Forum FM 105.8. Oh Maurice Joignon. C'est Jimmy. Maxime Chassé vous aime bien. Voix de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Voix de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.